On va commencer avec le TD22, donc des exercices sur les recherches de noyaux et d'images. Vous allez m'arrêter si vous n'avez pas compris certains points. Il me semble que le cours, on l'avait déjà vu, ouais. On l'avait déjà vu le cours. Hein, Vous confirmez? Le cours sur le noyau, on l'avait déjà vu? Oui, on l'avait vu vendredi. Donc, alors, juste, bon, je ne sais pas trop si vous avez des questions là-dessus. L'idée générale, hein, pour chercher le noyau, ce qui est sous-jacent, c'est de résoudre un système d'équations ou une équation. S'il y a une seule valeur image, auquel cas ça veut dire qu'on est a priori dans R, puisque le noyau, c'est l'ensemble des valeurs qui ont pour image le vecteur nul. Donc, vous voyez que ce qui se passe en tâche de fond, c'est là, ce qu'on retrouve, c'est des résolutions de systèmes d'équations. Donc, pour les noyaux, à chaque fois, on pose le système. On regarde à quel moment, en fait, les images valent le vecteur nul. Donc, par exemple, ici, on pose yx vaut vecteur nul, 0, 0. Bon, là, la solution, elle est immédiate. Hein. Elle est immédiate parce que ça veut dire que x vaut 0, y vaut 0. Donc là, le noyau, il est réduit au vecteur nul. Et pour déterminer l'image, il faut calculer les images des vecteurs. Alors, pour le moment, on parle de vecteurs de la base canonique, parce que c'est les seuls qui sont programmés en première année. Et en deuxième année, on verra les images des vecteurs de la base, mais comme on va beaucoup travailler sur la notion de base l'année prochaine, on ne sera plus forcément que sur la base canonique. Pour le moment, on n'est que sur la base canonique. Donc la base canonique, je rappelle que c'est la base la plus simple qui soit pour décrire l'espace vectoriel. Et comme là, pour le moment, on n'est sur que certains types d'espaces vectoriels, la base canonique, c'est 1, 0, là par exemple, et 0, 1. Donc on calcule les images des vecteurs de la base canonique par l'application. Donc quand vous calculez f de, alors si je reviens à la fonction de départ, quand vous calculez f de 1, 0 ici, on est sur cette application. Oula, oulala, ça serait joli ça. F de 1, 0, ça donne 0, 1. Et f de 0, 1, ça donne 1, 0. Donc on retrouve en fait l'espace vectoriel engendré par 0, 1, 1, 0. Alors à ce titre, d'ailleurs, l'espace vectoriel engendré par les vecteurs 0, 1 et 1, 0, qui sont en fait les vecteurs de la base canonique. C'est quoi? Est-ce que quelqu'un a une idée? Monsieur, je comprends pas votre question. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par c'est quoi? C'est-à-dire, in de f, c'est inclus dans quel espace normalement? Dans l'espace de départ ou dans l'espace d'arrivée? Comme c'est im de f, c'est l'ensemble des images de l'application. Donc on est dans l'espace Arrivé. On est dans l'espace d'arrivée. Alors, soit c'est une inclusion stricte, c'est-à-dire que c'est un espace qui va être plus petit, qui va être inclus strictement dans l'espace d'arrivée, soit il va être égal. En l'occurrence ici, im de f, il est engendré par les deux vecteurs de la base canonique, 1, 0 et 0, 1. Donc s'il est engendré par les deux vecteurs de la base canonique, ça veut dire que c'est quel espace en fait? Est-ce que c'est tout l'espace d'arrivée ou est-ce que c'est une inclusion stricte, c'est un espace qui est plus petit? Qui a une réponse là-dessus? Un espace plus petit. Pourquoi ça serait plus petit alors? Il manquerait des choses. Il manquerait des choses pour compléter l'espace et avoir l'espace d'arrivée M de 1 de R. Alors, si on réfléchit, alors je vais prendre la question différemment, on prépare un peu le terrain pour l'année prochaine. Si on réfléchit en termes de dimension, la dimension, c'est le nombre de vecteurs de la base qui permettent de décrire tous les vecteurs de l'ensemble, de l'espace vectoriel. M2 de 1 de R, à votre avis, c'est un espace de quelle dimension?
Il y a combien de vecteurs dans la base canonique de M2, 1, 2, R? Bah, 2. 2. Donc, c'est un espace de dimension 2. L'espace IM de F, c'est un espace de dimension combien, à votre avis? Il y a combien de vecteurs là qui décrivent Bah, 2. 2? 2. Voilà. Et ce qui va être important l'année prochaine, c'est que il faudra. Alors, 2 vecteurs, c'est bien. Il faudra vérifier. Ça, c'est un peu hors programme pour la première année. Hein. Je prépare un peu le terrain pour l'année prochaine. Pour vérifier que c'est bien 2 vecteurs bien distincts qui décrivent l'espace, il faudra vérifier que les vecteurs ne sont pas liés. Ça veut dire qu'ils sont libres. Ça veut dire que l'un ne peut pas être coefficient, ne peut pas être fabriqué à partir de l'autre, par combinaison linéaire. Là, ici, on le voit très facilement, hein, puisque si vous multipliez le premier par lambda, vous pourrez à aucun moment obtenir le deuxième. Donc, on a un espace dimension 2 qui est en fait engendré par les 2 vecteurs de la base canonique. Donc, cet ensemble IM de F, c'est l'espace M de 1 de R. Il est inclus, et comme il est de même dimension, c'est l'espace M de 1 de R. Donc, l'espace d'arrivée est égal à IM de F. En termes de fonction d'application surjective et injective, qu'est-ce qu'on pourrait dire? L'application F, elle est comment ici, à votre avis? L'espace d'arrivée, IM de F, c'est l'image de l'espace de départ par l'application. C'est F de E, ce qu'on appelait F de E. F de E, c'est égal à l'espace d'arrivée ici. Donc, ça est la définition d'une application comment? Injective. Alors, surjective. Donc, bon, là, on y reviendra dessus. Hein. Je veux pas trop, je sens que je vous embrouille un peu là-dessus. En fait, on verra que c'est une application qui est surjective. Et alors, injective aussi. Ça, on y reviendra l'année prochaine. Donc, injective et surjective. Donc, c'est une application qui est bijective. Voilà, on y reviendra un petit peu plus tard. Là, je sens que je suis en train de vous embrouiller. C'est peut-être beaucoup d'informations. De toute façon, c'est au programme de deuxième année. Hein, donc, ne vous inquiétez pas, on aura le temps de reprendre tout ça. Alors après, bon, l'exercice était assez répétitif. Hein. Vous avez dû le voir. Il fallait poser des systèmes d'équations pour résoudre chercher le noyau. Donc, je ne sais pas s'il y a des problèmes, vous me dites. Hein. Donc, par exemple, là, on résout le système d'équations avec les images. Hein. Les images qui doivent être égales au vecteur nul. Donc, on obtient un système. Bon, là, j'avais obtenu x égale 0, y égale z. Donc, dans ce cas-là, le noyau, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent sous la forme 0, y vaut z, donc y, ou zz, on peut écrire, hein, avec y en réel. Et donc, ça, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur 0, 1, 1. Alors, pour déterminer IM de F, je rappelle qu'il faut calculer les images des vecteurs de la base canonique. C'est vraiment embêtant que je n'ai pas mon tableau. J'espère que je pourrai le réparer tout à l'heure parce que ça me fait défaut. Là. Vous cherchez les vecteurs, l'image des vecteurs de la base canonique. Alors, Laetitia, est-ce que tu peux nous rappeler les vecteurs de la base canonique de M31 de R? X, Y, non. Alors, il y a 3 vecteurs de la base canonique. Qui veut s'exprimer là-dessus? C'est 1, 0, 0. 1, 0, 0, voilà. Le deuxième, c'est 0. 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Voilà. Alors, quand vous calculez les images, par exemple, si vous calculez l'image de 1, 0, 0, vous remplacez x par 1, y par 0 et z par 0. Donc, vous obtenez 1, 1. Et on a vu en cours que on retrouve ces vecteurs-là dans la matrice de l'application linéaire, c'est-à-dire la matrice qui permet de traduire l'application linéaire. On avait déjà vu ça vendredi dernier. Et vous remarquez que la première colonne ici, c'est l'image de
du premier vecteur de la base canonique, c'est-à-dire 1, 0, 0. La deuxième colonne, c'est l'image du deuxième vecteur, 0, 1, 0. Si vous remplacez x par 0, y par 1 et z par 0, vous obtenez bien 1 moins 1. Et l'image de dernier vecteur base canonique, 0, 0, 1, ça sera 1, 1. Donc, vous avez directement, quand vous avez écrit la matrice de l'application, dans les bases, ici, dans les bases canoniques, vous avez dans les colonnes, chaque colonne, c'est l'image des vecteurs successifs de la base canonique. Donc, dans la première colonne, c'est f de 1, la deuxième, f de 2, la troisième, f de 3. Donc, je n'ai même pas besoin de calculer. Alors, je n'ai pas écrit 3 vecteurs, j'en ai écrit que 2, puisque le premier et le troisième sont identiques. Donc, le im de f, ça sera l'espace vectoriel engendré par les deux vecteurs 1, 1 et 1, moins 1. Alors, on peut déjà un tout petit peu parler de dimension. Alors, ça, c'est pas, on le verra l'année prochaine, mais on verra que les deux vecteurs ici sont libres. Ils ne sont pas liés, ça, on le montrera assez facilement. Donc, à votre avis, quelle est la dimension de im de f? Il est engendré par deux vecteurs qui sont libres. Donc, qu'est-ce qu'on pourra dire l'année prochaine sur sa dimension? J'entends personne, hein? La dimension 2. Dimension 2, très bien. Et le noyau, il est de dimension combien? Il y a combien de vecteurs qui engendrent le noyau? 1. De dimension 1, voilà. Donc, im de f sera de dimension 2 et la dimension du noyau sera de... Le noyau sera de dimension 1. Voilà. On y reviendra, on verra ce qu'on appelle le théorème du rang l'année prochaine. Toujours la même chose, mais là c'est assez répétitif. Hein, troisième application, toujours pareil, on pose. Alors, première chose, ce qui est important, c'est de bien identifier la matrice d'application linéaire. Donc ça, il suffit de prendre M, de multiplier par AB et d'obtenir les images. Hein. Si vous prenez AB ici, vous avez 1 fois A plus moins 2 fois B, 2A plus B, A moins B et B. On pose le système. Alors là, c'est un système avec plus d'équations que d'inconnus. Donc vous êtes habitué à ça. On prend un sous-système qu'on résout. Et comme les valeurs, alors là, c'est un système homogène de Cramer, donc on trouve 0, 0. Les deux valeurs sont compatibles avec les deux dernières équations. Donc le noyau, c'est le vecteur nul. Pour les images, on va tout simplement prendre les vecteurs colonnes de la matrice qui vont engendrer im de f. Voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Et pour le dernier, alors il est un petit peu présenté sous une forme différente. Je vais vous proposer l'application qui a x associé à x moins x avec A cette matrice. Alors moi, j'ai pris le parti de l'expliciter, c'est-à-dire que j'ai écrit f de x égale à a moins ix. Alors tout simplement, j'ai factorisé ici par x à droite. Donc j'ai calculé a moins i. Donc a moins i, c'est a, et on enlève la matrice identité, donc on enlève 1 sur la diagonale. Et donc en faisant l'opération, alors là, là j'ai même fait ax moins x, hein, j'ai même pas fait a moins ix. J'ai fait ax moins x, c'est encore plus simple. J'ai fait ax moins x et j'ai obtenu donc l'image. Donc il y a un vecteur à 3 lignes et une colonne. Et donc de la même manière, on pose le système d'équations qu'on résout, c'est un système de Cramer, il est homogène, on trouve le vecteur nul. Et pour les images, on lit tout simplement. Alors les vecteurs de la matrice de l'application, ici attention, c'est pas A, c'est A moins I. Hein, puisque la décomposition, ici je l'ai précisé, la décomposition sous la forme f de x égale mx, et m c'est a moins i, puisqu'on a factorisé par x à droite. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Pas de questions?
Vous m'arrêtez hein, si je vais un petit peu vite là parce que c'est bon, il y a beaucoup de. On s'appuie sur des choses qu'on a vues précédemment. Alors, l'exercice 3, c'était montrer que c'est un endomorphisme. Alors, vous m'aviez posé la question la dernière fois. Donc, sous la notion d'endomorphisme, bah, ce qu'il faut montrer, c'est que c'est une application linéaire. Et après, il faudra juste dire que l'espace de départ et l'espace d'arrivée sont identiques. Alors, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai donné un exercice où la présentation de l'application est un peu différente. On l'écrivait f de x1 plus y2 égale 2x moins y1 plus 3x plus y2. Et on précisait que E1 et 2 étaient la base canonique de M2 de R. Donc moi, ce que j'ai fait dans le choix que j'ai fait ici, c'est d'expliciter les vecteurs de la base canonique, E1 et E2. Et j'ai essayé de traduire ce que c'était x1 plus y2. Alors, x1 plus y2, c'est x fois le vecteur 1, 0, plus y fois le vecteur 0, 1. Donc, on obtient tout simplement xy. Donc, sous cette forme-là, ici, peut être traduite directement par cette relation. Et cette relation nous permet d'exhiber la matrice de l'application linéaire, 2, moins 1, 3, 1. Et donc, à partir de là, on a réussi à montrer que l'application était linéaire, puisqu'elle s'exprime sous la forme fx égale mx avec m une matrice, qui est donc la matrice de l'application linéaire. Et les espaces de départ et d'arrivée sont identiques. Donc, c'est un endomorphisme. Pour le noyau, toujours pareil, hein, on résout le système. Et pour l'image, on met les vecteurs colonnes qui engendrent im de f. Pour l'exercice 4, alors pour l'exercice 4, je ne sais pas si vous aviez vu cette astuce. Alors, il n'y a pas que cette solution-là. Hein. On vous demande de montrer que f est un sous-espace vectoriel de M31 de R. Qu'est-ce que vous avez à disposition pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, hormis ma correction? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait sur cet exercice. Jessie, ça fait un moment qu'on ne l'a pas entendu là. Alexandre Jessie, elle est là? Oui. Qu'est-ce que tu as fait sur. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait sur. Comment tu as procédé? Bah, du coup, moi, j'ai fait toutes les étapes. Donc, précise à tes camarades, qu'est-ce que tu entends par toutes les étapes? Bah, d'abord, j'ai montré les 4 étapes qu'il faut pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Très bien. J'ai fait. En fait, j'ai pas les étapes dans l'ordre, mais j'ai fait soit lambda, j'ai multiplié par lambda. Vous voyez ou pas? Oui, alors, moi, pour rappeler, oui, alors ça me permet de. Voilà, c'est très bien. Donc, en fait, naturellement, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez dû essayer de reprendre la définition. Donc, vous avez dû montrer que f est inclus dans M3, M2R, première étape. Deuxième étape, que l'espace f est non nul. On montre toujours que le plus simple, c'est de montrer que le vecteur nul appartient à f. Hein. Il suffit de m fois le vecteur nul égale au vecteur nul. La stabilité par l'addition, troisième point. C'est-à-dire, si on prend deux vecteurs de f, x et y, x plus y appartient à f. Bon, c'est vraiment dommage que je n'ai pas le tableau. Là. Je vais essayer de réparer ça. Ça me fait défaut. Là. Et si j'ai x, le vecteur est lambda un réel, lambda x appartient à f. Voilà, donc on a montré les 4 points. Je vous montre une astuce qui ne marche pas toujours, hein, bien sûr. Mais ici, on pouvait s'apercevoir que, en fait, f, c'était le noyau d'une application linéaire. Alors, laquelle? Celle qui a x associe mx, avec m, la matrice précitée. On sait que c'est une application linéaire. Et f est son noyau. Pourquoi? Parce que c'est l'ensemble des vecteurs qui ont pour image le vecteur nul par cette application. Et dans le cours, et là pour le coup on utilise le cours directement,
c'est qu'on a vu que le noyau d'une application linéaire est un sous-espace vectoriel de l'espace de départ. Donc, ça permet de conclure très rapidement. Mais bon, c'est assez astucieux. Pensez-y au concours, si vous arrivez à voir que l'espace qu'on vous demande d'étudier est le noyau d'une application linéaire. Alors, bien sûr, sous couvert que ça ne soit pas trop long de montrer que c'est une application linéaire. Parce que sinon, on ne va pas gagner beaucoup de temps si on doit vraiment montrer de manière avec les différents points le fait que c'est une application linéaire. Et là, c'était rapide puisqu'on avait déjà la structure fx égale mx. Est-ce que vous avez des questions sur le TD22? Je vais revenir à l'écran principal. Monsieur, Oui, j'ai pas compris pourquoi, enfin, je pense, vous avez marqué que f de x 1 plus y1, et en fait c'est égal à f de x, xy, d'accord. mais j'ai pas compris pourquoi. Alors, je vais revenir là-dessus. Voilà. Donc, ici, est-ce que tu as compris ce qu'il faut comprendre, c'est cette décomposition-là. Oui, Je vais oui, l'encadrer. Celle-là, là. oui, oui. Tu as compris cette décomposition? Oui. Donc, à partir de là, quand j'écris f de x1 plus y2, ben, x1 plus y2, si tu regardes bien, je l'ai transformé en xy. Ici. Donc, je remplace x1 plus y2 par xy. Et de la même manière, de l'autre côté, 2x moins y1, mais comme E1, c'est le vecteur 1, 0, ça fait, en fait, le vecteur, alors c'est dommage, je vais remettre, 2x moins y, 0. Et le deuxième, 3x. Je ne sais pas si je ne peux pas bricoler quelque chose là. Je sais pas si. Ici, je peux pas. Je vais voir si ça s'est décroché complètement. On n'y voit rien. Bon, je vais essayer de. Ça marche pas. Je vais essayer un truc, je vais essayer de l'accrocher de l'autre côté. Je ne sais pas si ça va tenir. Tester. Ça risque de ne pas tenir, on va voir. Je ne sais pas forcer sur le tableau. Il est complètement déstructuré. Bon. Voilà, il tient difficilement, mais on va voir. Je n'ai pas pensé à ça. Bon, il est quand même, il tient que par deux côtés. Est-ce que vous y voyez là? Je vais décaler un peu. Bon, comme ça. Attendez, je vais revenir juste là. Ouais, bon. Bon, voilà, je pense qu'il risque de tomber pendant la séance. Je ne sais pas si c'est mieux fait. Bon, je vais. Où j'ai mis mes feutres? Je ne vois pas. Bon. Je vais reprendre à la prochaine séance, je vais reprendre ce point-là. Hein. On ne va pas perdre de temps sur la visio, mais je reviens là-dessus quand on refait la deuxième séance tout à l'heure. J'aurai le temps de retrouver les feutres pendant la pause. Donc, est-ce que sur le TD, est-ce que à part ce point-là, est-ce qu'il y a d'autres points que vous voudriez revoir là? C'est bon? Monsieur, Oui. est-ce que vous pourriez réexpliquer vite fait c'est quoi une application surjective et bijective, surjective et injective, s'il vous plaît? Si Oui, c'est alors. possible, d'ailleurs. Oui, alors une application. Alors, la notion. Alors, on va commencer par la notion d'application injective. La définition, c'est que si f de x égale f de y, c'est-à-dire si on a deux images identiques, alors x égale y. Ça veut dire que toute
tout élément de l'espace image admet au plus un antécédent. Ça, c'est la définition de l'injectivité. Pour le comprendre, alors, dans le cas particulier des fonctions réelles, la stricte monotonie permet d'avoir l'injectivité. Mais ça, c'est très restrictif puisqu'on travaille, on a travaillé déjà un petit peu là-dessus. On était souvent sur les applications de R dans R. Donc, la notion générale d'injectivité, c'est celle-là. La notion de surjectivité, c'est que l'image de l'espace de départ est égale à l'espace d'arrivée. Ça veut dire que tout élément de l'espace d'arrivée admet au moins un antécédent. Et la synthèse des deux, c'est que si on a une application injective et surjective, c'est une application qu'on dit bijective. Et donc, d'un côté, on avait au plus un antécédent pour les injectives, au moins un antécédent pour surjectif. Donc, quand elles sont injectives et surjectives, elles ont, chaque élément de l'ensemble d'arrivée a exactement un et un seul antécédent. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, monsieur. Merci Voilà. beaucoup. Après, on reviendra vraiment sur ces notions d'injectivité, surjectivité, bijectivité l'année prochaine. Oh, mais voilà, c'est ce que je connais. Bon. Monsieur, Oui. juste avant de continuer, j'avais une question aussi. Attendez, oui, j'arrive. Oui, ok. Malheureusement, je craignais que ça allait arriver. Voilà. Donc, ça y est, le tableau est complètement cassé. Bon, ben là, je ne pourrais pas l'utiliser. Enfin, il va falloir vraiment que je vais essayer de le réparer. Et pour aujourd'hui, on va faire sans tableau. Je suis vraiment désolé. Il était prévu pour 2 mois de confinement, mais je crois que le 3e mois, il n'arrive pas à tenir. Alors oui, Axel Harry. Oui, je voulais vous dire, pour avoir le noyau d'une application linéaire, il faut bien que, faire l'équation que f de x est égal à 0. C'est bien ça. Sur ce que vous nous avez donné. Pour déterminer le noyau, f de x égale vecteur nul. Ouais. Oui. Oui. Mais si f de x n'est pas défini par quelque chose qui a du x dedans, comment on fait pour faire une équation sans inconnu en fait? Comment tu veux. Qu'est-ce que tu entends par du x dedans? C'est-à-dire que dans ce que vous nous avez donné, il y avait f de x égale, il y avait toujours quelque chose multiplié ou divisé par x. Mais Ouais. si c'est juste f de x égale quelque chose sans x, comment on fait pour avoir un noyau avec ça? Alors, en filigrane, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que tu me dis f de x, mais qu'est-ce que tu entends par x? Est-ce que c'est un vecteur? Parce que dans les applications linéaires, on n'est pas uniquement sur R. Donc, on va avoir des vecteurs qui vont avoir 2, 3, 4 coordonnées. X, Y, Z, des choses comme ça, tu vois. Tu comprends? Ok. C'est-à-dire, si tu as une application avec que du X, tu peux pas avoir une application. Alors, si c'est une application réelle, c'est-à-dire f de x égale. Alors, si tu écris f de x égale quelque chose, c'est pour que ça soit une application linéaire, il faudrait qu'on ait f de x égale 3x, par exemple. C'est une application linéaire. Et ça, c'est très restrictif parce qu'on ne serait que sur R. Dans les applications linéaires, on va travailler sur d'autres espaces, des espaces de matrices, des espaces de polynômes, etc. Donc, on va avoir souvent des vecteurs avec 3 ou 4 coordonnées, un petit peu comme on avait dans l'exercice, x, y, z ou x, y, ou x, y, z, t éventuellement, s'il y a plusieurs variables. Ici, la dimension de l'espace est plus grande. Et à partir de là, tu regardes dans l'espace d'arrivée, donc ton application elle va forcément prendre un vecteur et le transformer. Donc tu vas prendre ces transformations, c'est-à-dire c'est l'expression de l'application qui va te le donner, et qui écrit que ça doit être égal au vecteur nul. Tu comprends? Ok, oui, merci. Alors, après, il ne faut pas... on va vraiment y revenir l'année prochaine, hein, vous allez voir. Quand on va travailler avec d'autres espaces que celui des matrices colonnes, en fait, vous allez voir qu'on peut toujours s'y ramener avec la notion de base. Ah mais je vois qu'il me reste plus qu'1 minute.
Donc ça va couper. Je vais revenir dessus dans 5 minutes, hein. Je vous renvoie l'invitation. Bon, bah, à tout de suite.